à tous, j'espère que vous avez faim parce qu'aujourd'hui ça va être une émission très sucrée. Je vais pas remanger des gâteaux égoïstement devant vous, mais on va faire une session de framponné dans le thème de la pâtisserie parce que c'est là qu'on trouve le plus haut niveau du framponné. Alors forcément, quand les Japonais pensent au pain, aux viennoiseries et aux gâteaux, ils pensent à la France. Donc toute bonne boulangerie japonaise qui se respecte se doit d'avoir des mots en français sur sa vitrine ou sur ses emballages. À part ça, dans 100%, on aura la critique de Strider, The Place to Be, No-chan et Retro & Magic sur Thunder Fox. Et on commence par les news. Le 10e épisode de Might & Magic, sous-titré Legacy, a connu il y a quelques jours son premier patch qui a permis de régler un certain nombre de bugs signalés par la communauté, de réduire les problèmes de corruption de sauvegarde et surtout de proposer 3 nouveaux donjons. 2 sont accessibles à tous et un 3e, le Dream Shard, uniquement pour ceux qui possèdent l'édition de luxe du jeu. Dans ce fragment de rêve, vous pourrez revivre les aventures d'anciens héros. Pour les 2 niveaux accessibles à tous, il y a la forteresse des corbeaux, autre nom de l'antique cité de Volos. Il s'agit d'un donjon créé par la communauté. Et enfin, après avoir terminé la quête principale, en allant parler à Madame Cassandra, vous pourrez explorer les limbes. De quoi prolonger encore un peu plus l'aventure de ce Might & Magic dans l'esprit des débuts de la série. Sharp Peace est un omnibus composé de 4 courts-métrages animés, dont un réalisé par Otomo Katsuhiro, sorti au Japon en juillet 2013. Sur le Blu-ray japonais de l'omnibus, on peut trouver un jeu nommé Short Peace, Ranko Tsukigime's Longest Day, dont la sortie en Europe a été confirmée par Namco Bandai Games pour le printemps prochain, en exclusivité sur PS3. Ce jeu d'action un peu fou et très court malheureusement a été développé par le studio Crispies, responsable de l'excellent Tokyo Jungle, et réalisé par Suda Goichi du studio Grasshopper Manufacture. Ce dernier appartient désormais à Gung-Oh, à l'origine du jeu mobile phénomène Puzzle & Dragons. Le jeu Short Peace est composé d'une dizaine de niveaux, avec des boss offrant un gameplay particulier, ainsi qu'une histoire indépendante des courts-métrages de l'omnibus. Le tout part rapidement en vrille via des cinématiques animées au style sans cesse changeant. On dirigera Tsukigime Ranko, lycéenne de jour et tueuse à gages de nuit. Cette œuvre interactive assez déroutante, mais visuellement enthousiasmante, se rapproche au final davantage d'un minigame bonus qui, on l'espère, sera vendu à petit prix en France ou alors avec les courts-métrages de l'omnibus. En tout cas, sa sortie en Occident est une excellente surprise. Gunslugs est un run and gun déjà disponible sur bon nombre de supports mobiles qui a débarqué récemment sur PS Vita. C'est le studio Abstraction Games qui s'est occupé du portage du titre sur la console de Sony. Il s'était déjà occupé de la même opération pour Hotline Miami. Vu le nom, l'influence est plutôt claire. Il s'agit d'un Metal Slug-like à base de gros pixels et de musique chiptune. Des tanks, des flingues, des boss gigantesques, des tas de pixels, de quoi passer un bon moment a priori. D'autant plus que les abonnés au PS Plus bénéficieront d'une remise de 20%. Il y a une pâtisserie très connue au Japon qui s'appelle Bulumishu, c'est-à-dire boule miche, les boules et les miches de pain. Et le slogan de cette boulangerie qu'on peut voir sur ses vitrines, c'est « Avec nos pâtisseries pleines de rêves et de charme, nous apportons le bonheur et une vie alimentaire saine, contribuant à la création d'une nouvelle culture de la pâtisserie. » Je répète, avec nos pâtisseries pleines de rêves et de charme, nous apportons le bonheur et une vie alimentaire saine, contribuant à la création d'une nouvelle culture de la pâtisserie. Il n'y a pas de faute de français, pas de faute d'orthographe, mais il y a un truc qui fait que ça sonne pas naturel, et c'est ça la force d'un bon framponné. On regarde quelques spécialités de boule miche après la critique de Strider. Double Helix n'est pas un studio qui fait rêver. Pourtant, ce dernier est né des ruines de Shiny Entertainment au pédigré plutôt impressionnant. Mais malheureusement, ce développeur est surtout connu pour avoir massacré une licence Square Enix avec leur Front Mission Evolved, sorti en 2010, et adapté en jeu vidéo une série de flops grand écran tels que Battleship et Green Lantern. Récemment, ils se sont tout de même distingués avec un Killer Instinct, somme toute plutôt correct, même si son côté jeu en kit n'a pas franchement joué en sa faveur.
Bref, Double Helix est un studio mercenaire travaillant avec des éditeurs variés. Capcom lui a ainsi confié l'une de ses licences cultes, Strider. Sorti en arcade en 1989, ce jeu de plateforme action mettait en scène le ninja du futur Hiryu, capable de s'accrocher et de grimper au mur ainsi qu'au plafond. Un gameplay assez vertical donc, particulièrement original à l'époque, auquel Double Helix se devait de rendre hommage avec un reboot 2,5D attendu. Nous sommes en l'an Meio 48, en plein cœur de la mégapole Kazakh City. Si l'on reprend mot pour mot le résumé du scénario de Strider proposé dans les options de jeu, on apprend que la planète est sous le joug d'une dictature oppressante, imposée par le mystérieux et tout-puissant grand maître Meio. Déjà, on est ravi qu'il s'agisse d'une dictature oppressante. Si on avait dû se confronter à une dictature cool, ça aurait été plus compliqué moralement parlant. Bon, je sais, c'est facile. Et oui, une nouvelle fois, le scénario n'est pas vraiment le point fort du jeu, mais c'était déjà le cas en 89. Même si les développeurs ont tenu à développer plusieurs personnages secondaires et surtout à respecter le cast originel. On retrouvera ainsi de nombreux visages connus, ainsi que les pouvoirs emblématiques de Hiryu, qui reste la plus jeune recrue à avoir atteint le rang de A spécial à l'issue du camp d'entraînement Strider. Mais si vous voulez en savoir plus sur le personnage et la saga, on vous conseille vivement de revoir sur No Life Online le Hidden Palace qui lui a été consacré en 2009. Même si en l'occurrence, aussi respectueux soit-il de l'univers créé par Capcom et le mangaka Wada Tatsumi, Double Helix a pris quelques libertés, en limitant la caricature soviétique par exemple, et surtout, en proposant une Kazakh City plus ouverte. Citizens of Kazakh City, military presence is required for your security. Oui, ce reboot de Strider n'est plus un jeu de plateforme linéaire, mais bien un Metroidvania pur jus. Il sera ainsi possible d'explorer plus ou moins librement Kazakh City une fois les bons upgrades obtenus, sachant que ces derniers sont nombreux et variés. Strider n'en reste pas moins un vrai jeu d'action, bien plus speed que le classique de Capcom. Armé de sa Cypher, son épée plasma, Hiryu tranche les hommes de Meio à la vitesse de l'éclair, tout en conservant une présence on ne peut plus ninjaesque, avec port altier, bras croisés et course à petite foulée. Outre le fait de pouvoir se suspendre à peu près n'importe où, il pourra toujours réaliser tout un tas de figures acrobatiques, comme des roulades sautées, des doubles sauts aussi, des attaques chargées ou en piqué, sans oublier de spectaculaires dashs dont on déterminera la direction à l'aide du stick analogique droit. La plupart de ces habilités devront être débloquées à l'aide des capsules protégées par des boss, sachant que comme dans tout Metroidvania qui se respecte un minimum, on pourra augmenter sa barre de vie, d'énergie ou encore la portée de ses kunai, ici grâce à des bornes bonus planquées dans les niveaux. D'autres bonus cachés viendront également remplir la galerie, débloquer les skins optionnels de Hiryu et enrichir les modes défis de nouveaux niveaux, comprenant des courses chronométrées ainsi que des arènes de combat. La maniabilité du jeu, parfaitement fluide sur la version PS4 testée, rend sa prise en main très agréable. Les animations soignées du héros et les effets de lumière accompagnant chaque altercation faisant le reste. Et plus on avance, plus on enrichit sa palette de mouvements, ce qui permet de varier les combats et surtout d'explorer dans les moindres recoins Kazakh City. On notera que le jeu propose tout un tas de raccourcis, comme ses bumpers aériens, ses portes protégées d'un champ de force que l'on peut traverser une fois le propulseur à plasma débloqué, ou ses stations permettant de changer de zone via l'un des premiers pouvoirs à débloquer, le vol de l'aigle. On ne va pas tout vous dévoiler dans cette critique, histoire de conserver l'élément de surprise. Outre la minimap, qui indique l'objectif en cours et se dévoile au fil de sa progression, l'écran de jeu affiche plusieurs infos. On a la barre de vie, ainsi que la jauge d'énergie plasma, qui se remplit avec le temps et permet d'utiliser divers mouvements spéciaux, la jauge d'attaque chargée, le cercle rouge à gauche des deux jauges précitées qui permet de passer en mode berserk une fois celle-ci remplie, ou encore ce cercle bleu qui limite l'utilisation du propulseur à plasma, le fameux dash mentionné plus haut. On notera que le jeu propose, outre sa dimension combat développée, quelques séquences 100% plateforme plutôt inspirées. Ce Strider est une surprise totale et va clairement changer le regard un peu condescendant, il faut bien l'admettre, que l'on portait jusque-là au studio Double Helix. Comme quoi, Capcom semble bien mieux avoir choisi ses partenaires occidentaux que par le passé. Après l'excellent DuckTales Remastered de WayForward Technologies ou la récente édition console du très bon jeu de plateforme indies Dust Force, l'éditeur japonais réalise un véritable hat-trick vidéoludique. Techniquement, ce reboot de Strider est impeccable. Le jeu est tout aussi fluide sur PS4 que sur Xbox 360, pour ne citer que les deux versions que nous avons eues entre les mains, et propose une réalisation 2,5D qui permet de multiplier de façon ultra dynamique les mini-cinématiques in-game.
Les décors en arrière-plan sont également détaillés et donnent au jeu une véritable profondeur qui plus est exploitée par les fameuses séquences de vol de l'aigle. Alors sur la version PS4 testée, nous avons été confrontés à 2 gros bugs majeurs. Un décor que l'on peut traverser pour expérimenter une chute infinie nécessitant de reprendre au dernier checkpoint, ainsi qu'un bon plantage des familles et retour à l'interface PS4 après avoir tenté de franchir pour la seconde fois une porte ouverte, mais néanmoins infranchissable. Espérons que ces bugs soient rapidement corrigés par un patch. Mais là où Strider impressionne, c'est dans sa capacité à renouveler une franchise tout en conservant l'ADN, pour reprendre l'expression consacrée. On retrouve donc les ennemis, les décors et les mouvements du héros du jeu originel, mais avec une liberté accrue et un gameplay à la fois plus riche et plus incisif. Plutôt accessible en mode de difficulté normale, le jeu propose une bonne durée de vie, avoisinant les 7-8 heures de jeu, et bien plus pour qui cherchera à obtenir un 100% et à terminer tous les niveaux défis. On appréciera aussi l'ingéniosité des level designers, qui ont su créer des niveaux tout en hauteur, très agréables à explorer et à revisiter via les nombreux gadgets de transport rapide. Ce jeu est donc à conseiller à tous les fans de Strider qui ne regretteront pas trop le switch à la 2,5D, mais aussi à tous les amateurs de Metroidvania et de combats ultra chorégraphiés. En ce moment, Boule Mich propose un entremets à la saison, pas un entremets de saison, mais un entremets à la saison. Et là, c'est le fameux Shiboost. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce Shiboost? Eh bien, on nous l'explique. Les recettes de la pâtisserie que Monsieur Shiboost a laissé autrefois, qui avait été le pâtissier renommé de la cour impériale, Monsieur Kikujiro Yoshida, étant le patron de la pâtisserie Boule Mich, a reproduit une de ses recettes depuis 150 ans et nous lui initie à présent. Ce que j'ai retenu, c'est que Monsieur Kikujiro a vécu très longtemps et il a dû en voir des endroits. C'est l'heure de The Place to Be. Salut, ça va? Bienvenue dans The Place to Be. T'es jeune, t'as de l'énergie, t'es à la recherche de sensations fortes et d'un endroit où ça bouge, où c'est le feu. Bon ben va à Kiev, tu vois, c'est mortel, physiquement. Et alors pendant que t'envisages d'y aller, mais finalement non, parce que t'as compris ce que je voulais dire, alors même que c'était pas spécialement subtil, je vais te filer les endroits où être dans les jours à venir. Le 27 février à Caen, t'as la seconde édition de la Nuit du Jeu. C'est un event qui va t'amener à jouer aux cartes, à faire du jeu de rôle, du GN, de la killer party, du jeu de plateau, le tout en portant des costumes d'après ce que j'ai compris. C'est estampillé The Place to Be Free et ça a l'air cool, du coup j'imagine que je vais t'inciter à aller y jeter un œil. Du 28 février au 2 mars à Cannes, t'as le Festival International des Jeux. C'est un event massif durant lequel tu rencontres des joueurs bien évidemment, mais aussi des éditeurs, des auteurs et des illustrateurs de jeux de plateau entre autres. Le tout, là encore, estampillé The Place to Be Free. On aura d'ailleurs une équipe là-bas, vu que maintenant on a l'émission à table qui traite de tout cet univers. Du coup, si tu les croises, n'hésite pas à leur dire à quel point tu trouves qu'ils font un travail formidable. Du 2 au 5 mars enfin, à la Bourboule, t'as le Sansi Games 2014 5e édition. C'est un event jeu vidéo qui va te laisser te faire plaisir sur tout un tas de titres, avec également des tournois et du lot à gagner. Là encore, tu peux y mettre un tampon The Place to Be Free. Du coup, j'ai l'impression qu'on va passer une bonne semaine. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve normalement la semaine prochaine pour que je te parle des events que tu m'as demandé d'annoncer, soit sur le forum de No Life, soit en me contactant directement. Et d'ici là, reste sage. Je vais arrêter de parler de politique dans cette émission, parce que j'ai l'impression que quelle que soit la pertinence de mes vannes, le monde il change pas en fait. Dans le groupe Boule Mich, il y a aussi les pâtisseries Gâteau de Voyage et Sucré Bijoux. Et pour la Saint-Valentin, ils ont proposé des trucs bien sympas comme la tablette de lèvres Cucibilou Pouletto. C'est du chocolat blanc et sur le carton, il est écrit « Envoyer des sensations vives et extraordinaires accompagnées d'une douceur spéciale pour un être cher ». Ça me fait penser, est-ce qu'il y a un truc entre No-chan et Nono-chan ? Salut les otaku, c'est No-chan. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais un de mes regrets dans la vie, c'est de ne pas être musicien. Ne vous inquiétez pas, je vais pas me remettre à chanter, donc j'avoue.
Mélomane, oui, mais je suis une patate dès qu'il faut toucher un instrument ou avoir le sens du rythme. C'est mon drame. J'adore les rhythm games, mais j'y suis très nul. Je suis admiratif quand je vois des gens qui font preuve d'une créativité incroyable quand il s'agit de musique. Par exemple, regardez le Hammer Jammer, un gadget qui se fixe sur les cordes de la guitare. Vous actionnez les touches et chaque petit marteau vient frapper la corde. En gros, vous transformez votre guitare en piano. Il y a aussi les gens qui n'ont pas tout compris non plus. Comme cette personne qui se fait appeler MC Cool et qui a décidé de transformer son piano en manette à interface MIDI pour Xbox 360 et jouer ainsi à Tekken. Du coup, les combos sont pas évidents à sortir et en plus le résultat est pas très mélodieux. Mais peut-être qu'avec un peu d'entraînement, qui sait. Puisqu'on est dans les mariages improbables, le génial collectif Ugoita a modifié une cartouche Famicom pour la transformer en harmonica chiptune 8 bits. Classe! Le même collectif avait déjà fait cette Famicom radiocommandée, ce dit en passant. En revenant à nos harmonicas, avec de tels instruments, on pourrait jouer pendant des heures de la belle musique pixelisée. Oui, cherchez pas, c'est un concept à moi. Et si jamais vous n'avez pas trop une âme d'artiste, certains ont déjà fait le travail pour vous en compilant durant une vidéo de 3 heures tous les écrans de début des jeux de NES et la musique correspondante. De quoi se prendre une bonne dose de nostalgie durant cette compile intitulée Press Start. Ça me fait un peu penser à ces gens qui font boucler des vidéos désormais très connues sur le net pendant une dizaine d'heures comme le Epic Sax Guy. Ou Legolas qui amène les hobbits à Isengard. Attendez, il faut laisser tourner un peu pour bien apprécier. Encore un peu. Encore. Voilà, ça y est, vous l'avez bien dans la tête. Ça, c'est de la vraie musique. Heureusement qu'on est en mélomane. Bon, désolé de vous avoir pourri un peu la soirée. Pour me racheter, avant de se quitter, une dernière petite info sur un album d'Ojin, si j'ose dire, de Kikuta Hiroki, le compositeur de Secret of Mana et bien d'autres mélodies qui nous ont enchanté les oreilles. Il a sorti cet album chiptune durant le Comic-Con d'hiver et, fait assez rare, c'est disponible sur iTunes et Amazon. Au passage, vous remarquerez que c'est John Hathaway qui fait l'illustration de couverture. On vous a présenté cet artiste dans les news de 101% il y a quelques temps. Je vais vous laisser fouiller un peu, sinon ce serait pas drôle. Du coup, comme vous êtes déjà parti sur No Life Online, il est temps pour moi de vous dire à bientôt les otaku. En japonais, il n'y a pas le son R, et pourtant, en Romaji, on utilise la lettre R pour retranscrire les sons en La, Lilu, Lelo. Et ça peut poser des problèmes. Par exemple, si le mélange entre français et japonais est appelé franponais, celui entre l'anglais et le japonais est appelé English, en référence à la retranscription erronée du mot Ingurishu en japonais, qui s'écrit avec un R en Romaji. Boulmish nous propose un joli exemple de ce genre de faute avec de beaux et délicieux kanre qui se prononce kanere en japonais, mais encore une fois, le les final s'écrit RE en romaji. On termine avec Leturu Endo Magico sur Sanda Fox. Né en 1990 dans les salles d'arcade et développé par Taito, Thunder Fox est un jeu d'action s'inscrivant dans la droite lignée de Rolling Thunder, Shinobi ou encore Bad Dudes vs Dragon Ninja. Très plaisant à jouer et proposant un rythme effréné, il ne bénéficie pas de la même aura que ses petits camarades officiant chez la concurrence.
Pourtant, tous les éléments sont ici réunis pour séduire les fans d'expériences typiquement arcade, ainsi que les amateurs de challenges relevés. Alors que le monde est plongé dans le chaos par des terroristes de plus en plus radicaux, des hommes courageux aux biceps surdimensionnés décident d'agir en utilisant la manière forte. Ces gros durs appartiennent à l'unité Thunder Fox, et comme tant d'autres personnages de jeux vidéo sévissant à l'époque, ils semblent tout droit sortis d'un film de série B américain des années 80, où des justiciers bas du front étaient prêts à tout pour faire régner la loi. Le jeu de Taito ne fait donc pas dans la finesse et propose à 1 ou 2 joueurs de nettoyer 5 stages débordant d'ennemis sanguinaires. On avance généralement de gauche à droite tout en ayant la possibilité d'évoluer sur plusieurs étages comme dans un bon vieux shinobi. Pour se défendre, les agents de l'unité Thunder Fox n'optent évidemment pas pour la frappe chirurgicale, mais plutôt pour de la bonne grosse boucherie des familles. Armés par défaut d'un couteau à la lame déjà suffisamment tranchante pour engendrer moult bains de sang, ces défenseurs de la démocratie peuvent aussi faire usage de pistolets, de fusils, de bazookas, de grenades ou de lance-flammes. Si le joueur se retrouve sans munitions ou s'il veut simplement les utiliser avec parcimonie, il peut tout à fait se servir de certaines de ses armes pour frapper directement ses adversaires. Une trouvaille de gameplay assez maligne, il faut bien le reconnaître. Il est également possible de prendre le volant d'une Jeep équipée d'une sulfateuse pour provoquer un carnage encore plus massif. Cet arsenal, que le joueur déniche sur le parcours, vient compléter des techniques de combat déjà performantes comme de puissants coups de pied verticaux ou horizontaux. L'équipe de développement a pris soin de proposer diverses interactions avec l'environnement, certaines étant plutôt bien pensées, comme les corniches qui s'effondrent sans prévenir sous les pas de nos héros, les jerrycans d'essence que l'on peut balancer sur un groupe d'ennemis, ou encore les bidons de fuel qu'il est possible de faire exploser en leur tirant dessus. Sans oublier bien sûr les traditionnelles caisses renfermant des bonus. Le camp adverse ne manque pas non plus d'atouts, car à côté des troufions de base que l'on refroidit par paquet de 12, il faut se mesurer à des spécialistes en arts martiaux ou encore de petits engins volants assez collants et armés de lasers. L'une des grandes forces du titre réside dans sa capacité à se renouveler sans cesse, car si le premier stage laisse à penser que tout le parcours se déroulera sur des rails, il n'en est rien au final. En effet, certains passages optent pour un level design surprenant, faisant définitivement de Thunder Fox un hit à part entière et non un jeu d'action lambda parmi tant d'autres. Par exemple, le stage 2 propose une phase de shoot horizontale pour ensuite emmener nos agents de choc dans une base à plusieurs étages et truffée de pièges mortels. Quant au début du stage 3, il invite les joueurs à piloter des jet skis sur une mer recouverte de mines. À chaque nouveau niveau, le dépaysement est total, et là encore, on sent que Taito a mis les petits plats dans les grands pour satisfaire les gamers exigeants. Ceux-ci doivent également se montrer persévérants, car le niveau de difficulté atteint par moments des sommets. Par exemple, le véhicule faisant office de boss à la fin du stage 4, et dont le point d'impact n'est vraiment pas facile à atteindre, et en a découragé plus d'un. Le défi vaut malgré tout la peine d'être relevé, surtout que les graphismes restent aujourd'hui encore assez jolis et l'ambiance sonore toujours aussi explosive. Une adaptation sur Mega Drive est réalisée en 1991, mais celle-ci peine à restituer toutes les qualités de la borne originale, et ce malgré quelques stages dont le parcours a été rallongé. Les déceptions s'accumulent avec des graphismes plus ternes, une action plus mollassonne, des animations moins fluides, des sprites plus petits et la disparition du mode de joueur. Il est donc préférable de s'adonner à la version arcade, parfaitement émulée dans la compilation Taito Legends Volume 1 sur PlayStation 2, Xbox et PC. Divertissant d'un bout à l'autre et mettant en scène des héros délicieusement kitsch, Thunder Fox mérite d'être redécouvert d'urgence. Le punch incroyable dont il fait preuve en fait un défouloir de choix, à plus forte raison que sa réalisation hisse le titre de Taito parmi les plus beaux de sa génération. Autant d'arguments qui en font un incontournable pour les amoureux de ce style de jeu. Chez No Life, quand on est enfin arrivé sur Numéricable, on a reçu des gâteaux de félicitations et je trouve que c'est une très bonne idée. Non, c'est une blague, on n'a rien reçu en fait. Mais j'espère que ce 100% vous aura bien ouvert l'appétit. Sur ce, je vais aller me faire quelques petits éclairs au chocolat, un crafouti et un franc. Bon appétit, ciao!